All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Rob Reiniger, les sauts quantiques sans destination préalable ne sont toujours pas disponibles, donc est-ce que c'est toujours prévu? Reiniger répond que oui, mais qu'il n'a pas de date à donner. Seconde question pour John Crew, un habitué de l'émission, est-ce qu'on pourra mettre une radio ou un jukebox dans notre vaisseau? Alors on aura des éléments de customisation du cockpit comme des figurines, mais il a esquivé la radio et le jukebox, donc c'est probablement pas prévu. Troisième question pour Kirk Tom, où en est l'amarrage de vaisseaux? C'est quelque chose qui est toujours prévu, mais qui est vraiment au fin fond de la liste des priorités. Il prévoit de permettre l'amarrage des vaisseaux entre eux, l'arrimage des vaisseaux dans les soutes et l'amarrage des vaisseaux aux stations spatiales pour effectuer le transfert de gens et de marchandises. C'est une fonctionnalité que beaucoup de joueurs ont cru être annulée quand ils ont vu que le sas d'arrimage du Cutlass était retiré de sa nouvelle version. Kirk Tom justifie ça par tout simplement l'inutilité de ce sas dans la mesure où ça faisait perdre de la surface pour transporter des marchandises et bénéficier d'une fonctionnalité qui est déjà bel et bien dans le jeu, elle. Après, ils savent pas trop comment l'amarrage de vaisseau va se concrétiser. Personnellement, voilà ma théorie. Je pense que pour ce qui est de l'amarrage aux stations, ils vont l'annuler. À la place, ils utiliseront tout simplement les plateformes d'atterrissage, qui existent déjà, et les hangars en cours de création, qui seront utilisables par tous les vaisseaux puisque tous les vaisseaux ont des trains d'atterrissage. Ça sera beaucoup plus facile pour eux de partir là-dessus que de chercher un moyen d'amarrer tous les vaisseaux à toutes les stations. Et pour ce qui est de l'amarrage de vaisseau à vaisseau, là encore je vois pas comment ils pourront trouver une solution physique commune pour amarrer la centaine de vaisseaux différents ensemble. À mon avis, je pense qu'ils utiliseront les rayons tracteurs et la technologie des grilles physiques pour pouvoir lier les deux vaisseaux ensemble sans avoir à gérer de passerelles. Question suivante, toujours pour Kirk Tom, comment se passera le scan? Est-ce que ça sera un mini-jeu ou quelque chose d'immersif? Non, ça sera pas un mini-jeu. Pour détecter des objets distants, on pourra envoyer un ping à 360 degrés mais à courte distance, ou bien à longue distance mais sur un cône réduit. On pourra aussi régler ce ping pour chercher des traces électromagnétiques ou infrarouges, et il pourra être perturbé par des interférences causées notamment par la chaleur des astres. Plus le ping sera localisé et proche, plus les informations reçues seront complètes, allant jusqu'au détail de la cargaison, des passagers et de l'armement. On pourra éviter le scan si le vaisseau effectuant ce scan cherche à détecter votre silhouette et que vous êtes caché derrière un astéroïde. Concernant le scan vis-à-vis du métier de mineur, on pourra détecter la présence de minerais grâce à un scan peu précis et la nature du minerai détecté via un scan un peu plus précis. Dernière question pour Mark Abent, quand est-ce qu'on pourra avoir un gameplay d'équipage correct avec une gestion des boucliers et d'autres éléments depuis le poste de copilote? Pas de date donnée si ce n'est que bientôt. La vidéo de mardi présentait un très vieux système planétaire, le système Nul. Il a été découvert en 2290 par un explorateur français du nom d'Antoine Lebec qui a résumé le système comme étant nul lorsqu'on lui a demandé la valeur de ce qu'il avait trouvé. C'est le premier système qui n'a pas été utile à l'expansion de l'humanité. Avant ça, le système Crosshaw avait été découvert en 2271 et le système Rhetor en 2287, et tous deux étaient habitables, alors que le système Nul non. La raison à cela, c'est que l'étoile du système gonfle et dégonfle à intervalles réguliers. C'est très pratique pour faire des cartes du ciel car ça permet d'avoir un point de repère facilement reconnaissable, mais pour ce qui est d'avoir des écosystèmes habitables, c'est une catastrophe. Nul 1 est comme beaucoup de premières planètes, trop proche de son astre pour être habitable et se fait tout doucement carboniser. Nul 2 est une planète composée majoritairement de fer, son manteau et sa surface sont totalement fissurés, ce qui n'arrange rien à la température ambiante. La planète est très certainement remplie de ressources, mais c'est vraiment trop dangereux d'y atterrir. Nul 3 est situé au bord de la zone verte du système, mais elle est même pas habitable quand l'étoile du système est dans sa phase de dégonflement. Plusieurs tentatives de terraformation ont eu lieu, mais elles ont toutes échoué, si bien que la station de recherche sur la planète a été abandonnée et qu'elle est occupée aujourd'hui par des squatteurs. Pour couronner le tout, l'atmosphère est toxique et insupportable sans masque à oxygène. Nul 4 est une géante gazeuse dont l'atmosphère est remplie d'orages. C'est très beau, mais c'est très dangereux. C'est connu, mais régulièrement, certains tentent de s'en approcher pour faire une belle photo ou se réapprovisionner en carburant. Au final, les seuls qui parviennent à tirer quelque chose de cette planète sont les ferrailleurs qui ramassent les épaves rejetées dans l'espace. Enfin, pour couronner le tout, Nul 5 n'est pas mieux. En dehors de la zone verte du système, non terraformable, avec une atmosphère toxique et habité par des truands. C'est sur cette planète que la marine de l'UE a subi une de ses plus grosses tragédies. En 2571, en pourchassant un groupe de hors-la-loi, le capitaine d'un vaisseau nommé Olympus a décidé de mener la poursuite dans l'atmosphère de cette planète. Il devait pas être au courant que la planète a une gravité plus forte que d'habitude et le vaisseau s'est écrasé à la surface. Ceux qui ne sont pas morts dans le crash sont morts asphyxiés et le groupe de chasseurs qui accompagnait le vaisseau a résisté pendant quelques heures comme il a pu. Les autochtones ont d'abord songé à dépouiller l'Olympus avant de se rendre compte que c'était mieux de le garder intact et de vivre à l'intérieur. Ça rappelle un peu le Dowager Queen de Star Wars autour duquel les survivants du crash ont bâti la ville de Mos Eisley. Le destin de l'Olympus est d'ailleurs assez similaire à Mos Eisley car les deux villes sont fréquentées par tout un tas de malandrins avec qui vous avez pas envie de faire affaire. Les différents gangs locaux ont un chef qui régule l'activité criminelle dans le système pour éviter que l'UE y intervienne et aussi pour fédérer l'effort des gangs contre les Vandouls qui viennent y faire des raids depuis le système Caliban. Jeudi, l'émission Around the Verse a présenté les derniers progrès du studio de Manchester et du Moby Glass. Il continue de travailler sur un des futurs types de stations spatiales, les stations de repos.
Comme toutes les futures stations spatiales, elles seront créées via des algorithmes de génération procédurale pour générer un maximum de variété au niveau de leur architecture, leur agencement, leur nombre de hangars et de plateformes d'atterrissage, leurs couleurs, leurs panneaux publicitaires, leurs matériaux, etc. L'objectif étant bien sûr que chaque station dégage une personnalité bien à elle, et que le tout paraisse suffisamment lisible pour un pilote arrivant sur la station. La génération procédurale est aussi utilisée pour l'intérieur des stations. Leur outil peut désormais générer énormément d'agencements différents pour l'intérieur d'une station. Faire en sorte que les modèles d'agencement générés restent cohérents aussi bien d'un point de vue architectural qu'esthétique, tout en restant unique par rapport aux autres modèles générés, a été un défi technique pour les programmeurs. Pour finir, concernant les hangars de ces stations, c'est assez similaire. Ils auront toujours la même fonctionnalité, le même agencement avec toujours une porte frontale, mais les matériaux, la couleur, la lumière, des murs, du sol et du plafond, l'agencement des accès et des emplacements de modules pourront varier grâce à la modularité sur laquelle ils travaillent depuis des mois. Concernant les items, ils en ont amélioré plusieurs pour pouvoir les utiliser plus efficacement et de façon plus évolutive. Ils arrivent d'ailleurs à commencer à gérer des éléments destructibles dans les environnements. Ils ont commencé à modéliser du matériel médical avec certains meubles et des blouses et les futurs sous-composants des vaisseaux qui serviront à personnaliser les performances de nos vaisseaux. En parallèle de l'intégration de l'IA à subsomption pour les dogfights, ils intègrent les lignes de dialogue audio que les PNJ prononceront en fonction de nos actions et la relation qu'ils entretiennent éventuellement avec le joueur. Ils sont en train de rééquilibrer les modes Vandoul et Pirate Swarm de l'Arena Commander pour en faire un mode de jeu plus satisfaisant pour les nouveaux joueurs. Dans l'univers persistant, ils travaillent sur un prototype de mission de course où les joueurs devront être les premiers à passer plusieurs checkpoints et ça pourra se dérouler aussi bien dans l'espace qu'à la surface. Concernant le système de réputation, ils sont en train de le rendre moins sévère car c'est trop facile d'en avoir une mauvaise. Côté interface graphique, les développeurs se sont aperçus que l'électrocardiogramme en bas à gauche consommait trop de mémoire et de calcul processeur. Quand le cardiogramme recevait une nouvelle valeur, ils l'ajoutaient au début d'une file contenant les valeurs précédentes, décalait toutes les suivantes et supprimait la dernière. Et à chaque image, il redessinait tout le cardiogramme. Donc un buffer circulaire pour la gestion des données, dessiner simplement la nouvelle partie de la courbe à chaque frame en décalant le tracé précédent vers la gauche et le tour est joué. Ils ont découpé les modèles 3D des personnages en différentes parties afin de permettre des compositions de vêtements, mais aussi cacher certaines parties des vêtements pour éviter les chevauchements de vêtements qui pourraient causer des bugs graphiques. Pour améliorer la lisibilité et la qualité de l'interface graphique, ils ont développé deux nouveaux shaders. Le premier permet d'améliorer la visibilité des vaisseaux visés pendant les dogfights, et le deuxième permet d'améliorer la lisibilité des icônes du Mobiglass quand ils sont devant des fonds lumineux. Ils améliorent aussi les derniers effets visuels pour les éclairs des nuages volumétriques, des orages et des EMP. Côté vaisseau, l'intérieur du Aegis Hammerhead avance bien, surtout au niveau de sa soute à marchandises et de son pont, et les artistes s'occupant de l'Aegis Eclipse travaillent sur son aspect furtif et sur ses ailes repliables. L'équipe en charge de l'audio s'est rendue dans un studio d'enregistrement spécialisé pour travailler sur les craquements et les grésillements des vaisseaux, et il travaille aussi sur les bruits des armes à feu selon la distance et l'environnement. Enfin, le studio de Derby en Angleterre continue de s'agrandir, et ils avancent sur les animations des Vandouls, des personnages féminins et des commerçants dans l'univers persistant. La seconde partie de l'émission parlait de comment ils ont amélioré le Mobiglass dernièrement. Leur première version du Mobiglass a eu plein de retours négatifs. Lorsqu'il était physiquement attaché au bras du personnage, à cause de sa respiration, son bras bougeait et donc le Mobiglass avec, et ça rendait le clic totalement imprécis. Donc à la place, ils ont choisi de fixer le rendu du Mobiglass sur la caméra du joueur, ce qui permet en plus de l'ajuster selon la situation du joueur. Ça rend aussi la chose beaucoup plus facile pour les animateurs 3D en charge des bras du personnage, puisque désormais le mouvement du bras gauche ne doit plus prendre en compte la future position du bras pour que le joueur ait une bonne lisibilité de son Mobiglass. Et en plus, ça permet de faire revenir le concept de respiration. Grâce à une sorte de système de calque, ils peuvent dissocier où est la zone de clic effective d'un élément, qui reste toujours fixe, et pour le même élément, faire bouger sa représentation visuelle, si le joueur active son Mobiglass après être essoufflé par exemple. Ensuite, plus généralement, ils se sont rendus compte d'un gros problème d'ergonomie globale à cause des listes déroulantes sur l'application de gestion de l'équipement. Pour équiper chaque objet, il fallait cliquer sur la catégorie à laquelle il appartenait, ce qui effectuait un glissement vers un autre panel, et au final, il fallait faire tout un tas d'allers-retours pour s'équiper. C'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte que ça serait mieux d'avoir un Mobiglass occupant toute la place de l'écran du joueur. Et si le résultat est bien plus ergonomique sur cette application, ça rend tout le Mobiglass beaucoup plus agréable à utiliser. L'agencement respire déjà un peu plus et ils sont moins contraints de faire apparaître ou disparaître des panels entiers de l'interface durant l'utilisation des applications. Leur principal objectif pour la suite, c'est d'unifier les menus de sélection des équipements et des véhicules. Les deux applications seront uniformisées au niveau de leur apparence, de leur code et réutilisées aussi bien pour Star Marine et l'Arena Commander que pour l'univers persistant. Ça sera beaucoup plus facile pour eux de développer, débugger et tester les fonctionnalités une fois cette uniformisation réalisée, et ça sera beaucoup plus agréable pour les joueurs d'avoir des interfaces unifiées. Depuis ces applications, on pourra sauvegarder différentes compositions d'équipements, lourd, léger, furtif, exploration, civil, etc. Et on pourra donc changer d'équipement selon les situations dans l'univers
persistant via un casier, ou simplement depuis une liste déroulante depuis l'Arena Commander et Star Marine. Il compte aussi ajouter certaines statistiques à chaque item sur le Mobiglass afin qu'on puisse plus facilement prendre de décisions quant à ce qu'on va choisir de ramasser ou d'acheter. D'ailleurs, depuis un objet dans une boutique, on pourra voir quels ports d'attache sont disponibles pour cet objet sur nos vaisseaux, et depuis le port d'attache d'un vaisseau dans un hangar, on pourra voir qu'est-ce que les boutiques avoisinantes proposent et à quel prix pour cet emplacement. Sinon à part ça, ils reconfirment qu'ils veulent diversifier un peu plus les possibilités de l'outil de personnalisation des personnages et permettre aux joueurs de filtrer les missions du service Beacon par la note, la distance, le type de contrat et certainement d'autres choses. Vendredi, l'émission Reverse the Verse recevait Cory Bamford et Ben Curtis qui travaillent sur la création de tous les assets 3D nécessaires pour peupler l'univers du jeu. Malheureusement, toutes les questions posées par Discolando et ensuite par les backers n'ont pas été particulièrement intéressantes, donc j'ai rien d'intéressant à rapporter de cette émission. Samedi, CIG a publié la 3.1 qui avait été publiée plus tôt dans la semaine et qui avait été retirée des serveurs live car elle causait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Elle est définitivement en ligne et ses deux principales améliorations sont, comme réclamé, la réduction des coûts d'assurance et du temps de réapprovisionnement des vaisseaux. Toujours samedi, CIG a mis à jour sa roadmap pour la 3.2. La mauvaise nouvelle, un peu prévisible, c'est que les mécaniques de gameplay relatives au réapprovisionnement, aux réparations et au recyclage d'épaves sont repoussées à la 3.3. En termes de nouveaux métiers dans cette 3.2, il ne restera que le minage des astéroïdes et des planètes. Maintenant, en remplacement de tout ça, CIG compte améliorer de nombreuses fonctionnalités existantes. Un meilleur système de regroupement avec nos contacts, la possibilité de faire des sauts quantiques groupés, la possibilité de changer des composants internes de nos vaisseaux, un meilleur contrôle des tourelles, notamment par les PNJ, une amélioration du service Beacon, de la persistance des vaisseaux et des applications de gestion de l'équipement et des vaisseaux. C'est certainement beaucoup plus envisageable pour eux de faire tout ça et le minage en 3 mois que le minage, le réapprovisionnement, les réparations et le recyclage d'épaves d'ici le mois de juin. C'est peut-être aussi nécessaire d'avoir toutes ces améliorations avant de commencer les futurs métiers justement. Par contre, ça commence à devenir envisageable qu'une partie des métiers prévus pour cette année soit repoussée à l'année prochaine. Et enfin pour finir, d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, le projet aura certainement atteint la barre des 182 millions de dollars. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.